Assureur d'intérêt général, Carcept Prev s'engage auprès de vous, entreprise du transport et vos salariés, pour vous garantir un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous. Depuis 1955, Carcept Prev accompagne vos salariés tout au long de leur vie. Carcept Prev, c'est aussi et avant tout une équipe à votre service. On est des gens bien élevés. Philippe Dole, bonjour. Vincent Lesage, bonjour. Bonjour. Est-il utile de vous présenter pour les gens de la FNTR? Ils vous connaissent tous? Non, je pense qu'on pouvait le faire quand même. Vincent Lesage, président du groupe transport Berger. Brégé, pardon. Et président surtout de la commission sociale au sein de la FNTR, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir avec vous un élu et un chef d'entreprise. Philippe Dole, inspecteur général des affaires sociales, pilote de la mission qui vise à résorber les métiers en tension de recrutement. Quand je dis inspecteur général honoraire, retraité. Oui. Vous êtes très occupé pour retraité. Ouf. Quand on aime, on compte plus. C'est votre passion. Oui, c'est vrai. Alors, on va parler, si ça ne vous gêne pas, avant de parler de salaire, de formation, de recrutement. Le recrutement, les difficultés de recrutement, c'est pas nouveau. Oh non. On en parle depuis des années dans tous les congrès. 45 ans. Voilà, et on continuera à en parler pendant un bout de temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui commence? Philippe Dole? Allez. Faut bouger? On se lance. Ce qui est important, c'est de parler aux jeunes. Parce que nous sommes dans un contexte où, tout le monde le sait, beaucoup de personnes partent en retraite ou vont y partir. À force de reculer l'âge de départ en retraite, ça finit par arriver. Regardez, c'est mon cas. Et la pyramide d'âge des conducteurs, elle est assez... Exactement. Donc la profession connaît parfaitement la situation. Donc ça nécessite une anticipation. Oui. Faire venir des jeunes vers ces professions, c'est considérer que le marché du travail aujourd'hui est de plus en plus concurrentiel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec les moyens modernes dont nous disposons, on sait parfaitement aujourd'hui quel est le niveau de salaire, les conditions de travail, les conditions d'accès au métier et à la qualification recherchée. N'importe quelle appli, on sait combien... Pas n'importe laquelle, mais les jeunes savent très bien trouver les bonnes applis. Ouais. Je ne vais pas vous donner des noms, mais on en a parlé tout à l'heure. Bon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire un travail comparatif très facilement. Bon. Et ce travail comparatif est réalisé. Ce qui veut dire que la question de la mise en évidence des avantages et inconvénients des professions est quelque chose qui aujourd'hui rentre en ligne de compte au niveau des choix des jeunes et de leurs familles. Les familles comptent également. Donc quelles sont mes perspectives d'évolution professionnelle? C'est également un sujet qui est totalement à la main des branches et de la négociation collective et qui est un point important. Voilà. Le président de la commission sociale de la FNTR, recruter, c'est pas nouveau, que faire? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas nouveau, mais c'est quand même particulièrement fort et intense en ce moment, quoi. Je pense qu'on n'a quand même jamais connu ça. Combien vous engagez demain? 50 000 conducteurs? Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on cherche. 50 000? Oui, c'est énorme. Et puis on voit bien que c'est effectivement quelque chose de structurel, mais qui s'accélère. Donc effectivement, il faut travailler le sujet. Alors vous faites quoi? Ce qu'on fait, c'est effectivement l'accès aux jeunes. Il faut ouvrir en fait le champ de la formation, parce qu'il faut former, parce que pour l'instant, le réservoir est un peu insuffisant. Et il faut du monde, quoi. Donc il faut travailler le sujet là. Après, il y a les sujets qu'on va évoquer tout à l'heure, mais conditions de travail, rémunération, etc. Mais attractivité, finalement, globalement. Mais je crois qu'il faut surtout beaucoup plus de candidats et attirer des candidats. Et donc, c'est surtout vers les jeunes, voire des gens qui cherchent de nouveaux métiers, parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que, même avec la crise qu'on a vécue, des gens qui étaient dans la restauration vont se diriger vers le transport, parce que pourquoi pas. Donc voilà, il y a plus de mobilité, donc il faut capter. Il y a méconnaissance du métier. Alors, il y a une méconnaissance du métier pour les jeunes comme pour les adultes, avec tout de même, comme vient de le dire Vincent à l'instant, un vrai sujet qui est celui de la rencontre avec les services qui s'occupent des demandeurs d'emploi.
les services de Pôle emploi en particulier. On ne peut pas reprocher à Pôle emploi de ne pas fournir des personnes qui ont un profil adapté si on ne recourt pas à ces services. Donc ça veut dire que la relation avec Pôle emploi est quelque chose qu'on doit avoir de manière permanente, constante et entretenue. Parce que, savez-vous, qu'il y a aujourd'hui 249 000 demandeurs d'emploi inscrits dans la filière des transports, c'est-à-dire qui ont décidé de dire qu'ils souhaitaient travailler dans les transports, dont près de 150 000 qui ont moins d'1 an de chômage. L'autre élément qui est intéressant à souligner, c'est que nous avons 90% d'hommes et seulement 10% de femmes. Donc là, on a un déséquilibre du marché du travail, qui veut dire qu'on a un réservoir possible de personnes à attirer vers la profession, moyennant bien sûr des problématiques d'adaptation qui sont dans le champ de la discussion sociale, entre autres. C'est un métier d'homme. On a un troisième point, excusez-moi, c'est qu'on parlait des jeunes tout à l'heure. La proportion de jeunes inscrites comme demandeurs d'emploi est beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Et ça, c'est lié à un phénomène qui est important, qui est celui de l'âge requis pour pouvoir conduire. Oui. Donc ces questions d'âge requis ont été largement modifiées ces dernières années, et même très récemment, par exemple dans une autre profession proche qui est le transport routier voyageur. Mais en tout état de cause, ce n'est pas connu. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'ensemble. Et donc, la question, c'est de reconstruire des filières qui tiennent en compte des souplesses qui ont été récemment adaptées, de manière à attirer des jeunes dès l'école. Et de considérer que ceux qui peuvent rentrer dans la profession, ce n'est pas simplement des demandeurs d'emploi ou des gens en reconversion, qui a été très souvent le cas, ou des gens sortis du service militaire, quand il existait, mais également des personnes qui sont à l'école, dès l'école, qui ont envie d'entrer dans la profession. Et ça, c'est ce que les textes désormais autorisent depuis très peu de temps. Et vous comprenez que derrière ça, il y a toute une filière à mieux structurer. D'accord. David Bray, qui était notre invité ce matin, disait les gamins, ils voient le métier de pompier et le métier de policier, ils disent je vais faire pompier ou policier. Comme ils ne voient pas le métier de conducteur, ils ne pensent jamais être conducteur. Exactement. Méconnaissance du métier et des règles du métier, donc. Oui. Oui. Et vous aussi, on a tort de sous-estimer le rôle que peut avoir Pôle emploi ? Oui, alors ça c'est une nouveauté. C'est vrai que nous, on était restés un petit peu sur les images d'antan. Aujourd'hui, Pôle emploi dispose de beaucoup plus de moyens qu'avant. Tout est centralisé, concentré sur Pôle emploi. Donc il faut effectivement, nous, on va se tourner beaucoup plus vers eux. Oui, eux qui ont les clés du... Pôle emploi a mis en place des systèmes d'application que j'utilise. Je peux en parler, parce que j'ai d'autres fonctions que celles que vous m'avez prêtées aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre, je dois reconnaître que les outils qui sont mis en ligne aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Emploi Store sont d'une qualité exceptionnelle. Ce sont même d'ailleurs les professionnels de la FNTR qui le disent dans les rencontres qu'on a eues avec les équipes de Pôle emploi en PACA, par exemple, pendant l'été, où on a travaillé sur ces questions pour regarder ce qu'on pouvait faire pour optimiser la relation de service et la rendre encore plus performante. Et les professionnels des transports eux-mêmes disent que les applicatifs que Pôle emploi a mis en place depuis 2-3 ans, et même très récemment, sont totalement en phase avec leurs besoins. Ça veut dire qu'en fait, on peut à tout instant déposer des offres, simuler des dépenses, y compris d'emploi. Oui. On peut définir les profils de formation qu'on recherche, et on peut également connaître les sessions de formation organisées, quels que soient les financeurs, que ce soit la région, Pôle emploi ou l'OPCO, c'est-à-dire l'organisme collecteur de la branche. On sait à tout instant quand les gens vont sortir. Autrement dit, on peut faire le point avec des personnes formées au moment où ils ont été préparés. Donc il y a encore... Presque une gestion prévisionnelle. Oui, alors bon, on va en parler tout à l'heure, il y a beaucoup de défauts encore sur lesquels on travaille, mais l'intérêt c'est qu'il y a une bonne volonté de tous les côtés. Mais vous comprenez que ce qui est important, c'est que quand on veut finalement bénéficier du service public de l'emploi, il faut s'y adresser, c'est une tautologie. Oui. Et en même temps, comme vient de le dire Vincent, derrière Pôle emploi, maintenant on a en réseau les missions locales, les Cap emploi, des opérateurs privés. Et on a, grâce au principe des job boards, le fait que l'offre d'emploi collectée est connue, ce qui permet de calculer par exemple les indicateurs de tension, eh bien elle est aujourd'hui nourrie à 32%. Parce qu'on prend les offres de météo job, quel job, de tous les sites dans lesquels l'offre est rendue visible. Vincent Lesage, je reprends les propos de Philippe Dole, qui était presque un reproche. C'est un métier d'homme. 90% d'hommes, 10% de femmes.
Alors, sur les métiers de conduite, oui, même si aujourd'hui la féminisation, je dirais, évolue, lentement, comme on le disait tout à l'heure, la première intervention, mais c'est une vraie réalité. Et puis, c'est aussi donc, une piste pour régler un peu ces sujets de tension de recrutement. Et dans toutes les entreprises aujourd'hui, voilà, les femmes ont leur place, bien évidemment. Bon, il y a des outils pour recruter. On passe à la formation. Alors, après, Jérôme, je vais prendre une image pour faire la transition que chacun va comprendre. Vous savez, en Savoie, dans une pays de vallée et de montagne, on a en Maurienne un col qui s'appelle le col de la Madeleine, que tous les amateurs cyclistes, et ceux qui aiment regarder le Tour de France, regardent. Il n'y a pas un seul tour sans le col de la Madeleine. Eh bien, imaginez-vous deux cyclistes sur un tandem qui montent le col de la Madeleine, et dans les derniers kilomètres, 10 km, délacés, des pentes à 12%, c'est quand même rude. Oui. Et vous avez celui qui tient le guidon, qui se tourne vers son collègue en arrivant au col. Sincèrement, ça a été très dur aujourd'hui. Ça a été très, très difficile. J'ai eu beaucoup de mal. Et son collègue lui dit « Tu as raison, j'ai tellement eu peur que j'ai freiné tout le temps. » Eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui freinent dans les processus. Ça veut dire qu'au niveau de la profession des transports, qui est une profession réglementée, on a aussi des freins qui ralentissent les recrutements. Par exemple, le délai de délivrance des permis, qui est un des problèmes dont j'ai pris connaissance, que je ne connaissais pas. Moi, j'ai beaucoup appris en fréquentant cette noble profession. Et pour lequel, finalement, on est dans un processus où on a une chaîne d'acteurs, mais personne n'a vraiment une maîtrise globale du sujet. Il y a trop d'acteurs. Je ne sais pas s'il y a trop d'acteurs, mais en tout cas, la coordination n'est pas gérée. Ce qui fait qu'on est dans une succession de moments pour lesquels, on le disait d'ailleurs tout à l'heure dans des temps de préparation, on a même des régions dans lesquelles on arrive à avoir des permis en 3 semaines. Et d'autres. Alors que dans d'autres, on est sur 3 ou 4 mois. Mais vous, c'est Brégé ? De façon très pragmatique, pour illustrer ce qui vient d'être dit, on a quelqu'un qui a eu son titre pro le 24 août et aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'a toujours pas son permis, il n'a pas eu la validation de son diplôme concrètement, en fait, et donc il ne peut pas conduire, donc on le rémunère depuis le 24 août. Et ça, c'est des grosses pierres dans les sabots parce que, en fait, ça manque un peu de respect vis-à-vis des gens qui ont envie de travailler dans cette belle profession. Et on leur met un mois pour délivrer quelque chose. Ça coûte beaucoup aux entreprises quand même. Et puis, ça ne répond pas aux besoins parce qu'en attendant, les camions ne roulent pas, quoi. Donc grosso modo, c'est quand même très embêtant. C'est des freins administratifs, mais c'est des freins. Alors, ce sont des freins pas seulement administratifs, ce sont des freins de processus. Pour ceux qui connaissent les processus industriels, on a une succession d'enchaînements de tâches, et à un moment donné, il suffit qu'il y ait un grain de sable pour que la machine soit grippée. Et comme vous avez des acteurs différents, oui. En fin de compte, pour que tout le monde comprenne, ceux qui écoutent et qui regardent, vous avez celui qui passe les épreuves. À partir de là, vous avez l'organisme de formation qui a organisé les épreuves qui valent examen de permis de conduire comme une auto-école. Donc les épreuves, à ce moment-là, sont communiquées à l'administration qui va les transmettre à l'Agence nationale des titres qui, elle, produit le permis. Mais l'Agence nationale des titres doit vérifier les conditions de validité du permis B qui autorise le passage du permis C ou D. Et là, on commence à avoir des soucis, parce que les permis ne sont pas toujours valides, parce que les pièces qui sont transmises ne sont pas lisibles, elles sont scannées, mais personne ne vérifie qu'elles sont lisibles. Personne ne vérifie en amont, toujours, qu'elles sont recevables par l'administration. Ce qui fait qu'au bout du compte, celui qui doit prendre la décision, lui, il est bien obligé de vérifier la conformité au droit, c'est son rôle. Et à ce moment-là, on a perdu, si on n'a pas fait ce travail en amont, c'est assez simple à comprendre, on a perdu du temps. Donc, dans les process industriels où on cherche à maîtriser la qualité, il y a bien longtemps que tout ce que je suis en train de dire est maîtrisé dès le départ. Mais ça, c'est forcément la profession. Donc, on attend de l'administration, du moins. Alors, peut-être qu'on peut se séparer de ça, mais en mettant en place des systèmes et des... Oui, mais il semblerait que le TRM est plus particulièrement réglementé. On est très réglementé. Ça fait... Vous avez vos chaînes pour les camions cet hiver ? Ah non, on ne les a pas, non, parce qu'on attend déjà des réponses de nos chers ministères. Donc voilà, on n'a pas les produits et c'est encore une réglementation supplémentaire qui nous tombe dessus. Mais vous avez bien mis tous les autocollants sur... Oui, parce qu'on nous demande de le faire. Mais, voilà. Je voudrais qu'on revienne maintenant, après le recrutement, à la formation. Avant de... Je voudrais juste donner un exemple. Il faudra qu'on parle aussi des conditions de travail. Hein ? Oui, je n'oublierai pas. La formation avec les EC.
Tout le monde connaît les GEC, Oui, groupement d'entrepreneurs pour la qualification et la formation et la qualification, pour l'insertion et la qualification. En gros, l'idée, elle est, comme l'éducation nationale a peut-être quelques lacunes, puisqu'on n'arrive pas à former, et si on les formait nous-mêmes, on prend des gamins, enfin des gamins et des gamines, pardon, on les forme en espérant que... Je vous propose, il y a beaucoup de GEC en France, d'aller voir en Nouvelle-Aquitaine comment ça se passe. Reportage. Éric Briche, président du GEC Transport Nouvelle-Aquitaine et président d'une entreprise de transport à Limoges de 30 personnes. Un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc nous, c'est un GEC Transport basé sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et on est là pour former des jeunes qui sont plutôt éloignés de l'emploi. Donc 90% des jeunes qui sont formés sont éloignés de l'emploi. Et pour les intégrer dans nos sociétés de transport comme conducteurs routiers. Aujourd'hui, nous avons passé presque les 500 salariés formés par le GEC. C'est 86% de sorties positives et 81% de personnes salariées qui restent dans les entreprises à plus de 6 mois. Oui, bonjour, je suis M. Momo Georges. Oui. J'ai commencé les GEC en septembre 2015 jusqu'au août 2016. Oui. Ça m'a permis d'évoluer et être aussi formateur. Et aujourd'hui, je travaille et ça m'a permis de voir une vie familiale aussi. Oui. Bonjour, je m'appelle Jeunesse Corinne, j'ai 55 ans et je suis chauffeur poids lourd dans la matière dangereuse. Je suis rentrée dans l'entreprise le 16 janvier 2021. Ensuite, la GEC m'a suivi, m'a formé sur 7 jours, ce qui a été très bien. Au niveau du permis, ce qui m'a permis d'avoir un échec sur le plateau. Et une journée après, le lendemain, on m'a aussitôt dit j'ai une place, donc je n'ai pas perdu de temps par rapport à d'autres auto-écoles. Et voilà, je suis très contente du GEC parce qu'ils me suivent encore et jusqu'à la fin, jusqu'au 24 octobre. Ce que je veux aussi m'adresser, c'est aux femmes, aux jeunes, comme aux moins jeunes, puisque moi j'ai 55 ans. Je veux dire que ce n'est pas un monde de machos, loin de là. Il faut arrêter d'avoir le cliché du routier avec le débardeur et avec l'autocollant de la femme à poil derrière. Et ça, je veux le dire. Je veux dire à ces femmes-là, allez-y, si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le parce que c'est un métier formidable. Bonjour, Kevin, 26 ans. Je suis arrivé par le GEC car j'ai eu un accident de moto qui m'a contraint à changer de métier car avant j'étais charpentier-couvreur. Et en étant par le Pôle emploi avec les aides de Cap Emploi, ça m'a ouvert des portes étant donné que j'avais déjà un permis poids lourd. Et du coup, j'ai voulu me reconvertir dans le transport. Je me sens très bien suivi au niveau du GEC car lors de ma formation, j'ai eu un suivi personnalisé toutes les semaines où il se déplaçait pour venir m'aider lors de mon passage de permis. Et maintenant que je suis en entreprise, il y a un rendez-vous téléphonique où on essaye de se voir lorsque c'est possible. Bonjour, Bruno Pouget, président directeur général des transports vers Perrier à Brive en Corrèze. Aujourd'hui, le GEC est important pour nous, pour les problèmes de formation qu'on rencontre. Ça nous permet de recruter du personnel et de le faire former par le GEC. En plus, dans le GEC, il y a un accompagnement par la formation, par des moniteurs, qui nous permet de vraiment suivre le personnel et ne pas le laisser seul. Bonjour, François Senu, directeur du GEC Transport Nouvelle-Aquitaine. Grâce au GEC, nous allons pouvoir accompagner les salariés et leur permettre de découvrir les métiers de la route, notamment celui de conducteur routier, et de leur permettre d'acquérir une autre image de ce métier qui est souvent dévalorisé. Le monde du transport routier est un monde qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, tous les métiers des entreprises de transport doivent attirer les jeunes en recherche d'un emploi et d'un emploi dans lequel ils auront vraiment une forte implication dans la mutation écologique et dans la mutation technique des entreprises. Donc aujourd'hui, de nouveaux métiers vont s'ouvrir, y compris dans les entreprises de transport. Mais c'est vrai qu'un des métiers dont on parle le plus et qui est le plus visible, c'est celui de conducteur routier et qui, eux, pour le coup, ont une part importante à jouer et devront
apprendre à maîtriser de nouveaux véhicules, puisque de nouvelles énergies vont apparaître. Le gaz a déjà commencé, mais il se parle aussi de camions et hydrogène. Et donc, le métier de conducteur sera certainement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Il y a un très joli slogan pour les GEC, c'est « la plus belle façon d'embaucher ». C'est joli. Oui. Philippe Dole, une réaction au reportage qu'on vient de voir. Le GEC, c'est très bien. Il faudrait en faire plus, mais il faut que chacun comprenne que le GEC, c'est la mise en commun des moyens de recrutement et d'emploi. Donc, ça veut dire qu'on partage le risque. Il suffit qu'une entreprise soit défaillante pour que les autres payent à la place de celles qui sont défaillantes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les développer. Sinon, c'est une très bonne formule. On en a dans d'autres secteurs. Et quand c'est bien géré, ce qui est généralement le cas, on a d'excellents résultats. Alors nous, notre propos, c'est de dire que ce qui est fait par le GEC, qui s'appuie d'ailleurs sur des contrats d'alternance, contrats de professionnalisation et désormais d'apprentissage, on peut le faire d'une autre façon. Il faut savoir que le transport est au hit parade, en top numéro 1 en France, sur les dépenses consacrées à la formation des demandeurs d'emploi. Ah oui? Oui. 15% des formations dépensées pour les demandeurs d'emploi concernent le transport, alors que l'industrie, c'est 11% et que le commerce, c'est 7%. C'est pour vous donner des ordres de grandeur. Le bâtiment est également entre les deux. Donc ça, ce sont les données, les statistiques de l'INSEE qui sont tout à fait, de 2020, qui sont tout à fait, évidemment, fiables. Alors nous, notre propos, c'est de dire ce qui est important, que ce soit sous forme d'un GEC, dont nous approuvons complètement la création et le développement, mais même sous forme d'autres types d'actions, les recettes, c'est quoi? C'est qu'avant de rentrer en formation, il faut savoir de quoi on parle en termes de métiers. Il faut que les métiers soient connus et que quelque part, les personnes qui rentrent en formation, ils aient découvert les conditions d'exercice des métiers, y compris les contraintes, ce qui permet de faire une autosélection. Et malgré cette autosélection, on trouvera en nombre des gens intéressés par l'activité. En tout cas, on n'aura que des gens intéressés, ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Deuxième élément, la formation, elle doit prévoir des périodes en entreprise pendant la formation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et là, dans un GEC, c'est forcément le cas puisqu'on est sur des contrats d'alternance. Et troisièmement, à la sortie de la formation, il faut évidemment que les entreprises sachent qu'elles peuvent recruter. Alors, comme la bonne nouvelle, on est dans des professions réglementées, c'est que de toute façon, si vous n'avez pas la qualification, vous ne pouvez pas travailler. Oui. Donc, si vous produisez des formations adaptées, moyennant ce que je viens de dire, vous avez forcément derrière des recrutements réussis. Il nous reste le groupe Breger. Je rajoute juste sur le documentaire, là, c'est la passion, en fait, et la diversité des profils. Moi, c'est les deux choses que je retiens de cette chose-là, et le GIEC est un des éléments, effectivement, qui peut nous aider. Recrutement, qualité de vie au travail, c'est important maintenant. Conditions de travail. Et oui, parce qu'il faut savoir que le marché du travail, c'est un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont en reconversion, sont en demande d'emploi et qui n'ont pas la qualification, autrement dit, qui vont se présenter pour se former. Ils choisissent entre les transports, le bâtiment, l'industrie, le commerce, les métiers de bouche, sur lesquels on travaille aussi, peut-être le numérique. En fin de compte, ils ont une palette de choix très ouverte. Ça veut dire qu'on doit aussi, au sein de la branche, valoriser les conditions d'exercice du travail, donner une perspective d'évolution professionnelle, et ça c'est faisable, mais il y a des choses qui peuvent être encore travaillées en exploitant par exemple les nouvelles énergies, les problématiques environnementales qui amènent à construire des organisations différentes, des modèles de transport également en évolution, où on responsabilise plus les salariés, donc on peut reconnaître plus les compétences. La notion de reconnaissance, c'est quelque chose qui est très demandé. Et puis, bon, sur les rémunérations, comme on est sur un marché, il faut regarder où sont les points d'équilibre. Je vous interromps. Vous, les conditions de travail, le fait de pouvoir rentrer, c'est important? La profession, elle a, oui, très très important. Ouais. La profession, elle a énormément investi là-dessus, que ce soit sur les véhicules, je dirais en tant que tel, avec tout ce qui va bien avec, que ce soit sur les infrastructures. Vous voyez, si vous voyez dans les zones industrielles et les implantations de transporteurs, il y a énormément d'investissements de fait là-dessus. Derrière, la solidarité qu'on a mis en place, y compris pendant la crise d'ailleurs, de pouvoir en fait accueillir l'ensemble des conducteurs, en mettant en place aussi des applications, etc. On est extrêmement sensible dans
la profession, en fait, à l'accueil et aux conditions de travail des conducteurs et conductrices. Avec une tradition. Hein. Et de l'ensemble, en fait, des personnels aussi, parce que dans nos exploitations, il y a aussi beaucoup de tensions. Donc oui, non, c'est extrêmement important. Après, nous, on est un maillon d'une chaîne, donc on joue aussi avec des accueils chez nos clients, chez les destinataires, et là, il y a des vrais sujets. Et je pense qu'on a du travail à faire avec eux pour très nettement améliorer ces conditions de travail-là. L'interactivité, le téléphone, les SMS, on a des questions. Vanessa, que disent les internautes, ceux qui nous regardent? Oui, Jérôme, en effet, des questions et beaucoup autour de la fidélisation des salariés. Recruter, c'est bien, les garder, c'est mieux. Comment on fait? Alors, trucs et astuces, on va commencer par l'ensemble. Bon, très bien. C'est toujours vous le premier. Oui, il n'y a pas de problème. La marque employeur, c'est très important, c'est-à-dire que ça regroupe en fait un ensemble de choses. C'était d'ailleurs été un petit peu dit dans la table ronde juste avant, ou dans le témoignage juste avant, c'est-à-dire qu'il faut effectivement rendre fiers en fait les gens qui sont à l'intérieur, être vigilant, être à l'écoute, avoir un management aussi qui est au niveau. Et je pense que là encore, la profession travaille beaucoup ce sujet-là. Et c'est vrai chez beaucoup d'entre nous, quoi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc c'est quelque chose de très global finalement, la marque employeur. Fidélisation. Je rappelle juste un chiffre. Les sorties du GEC de Nouvelle-Aquitaine, je crois que c'est à peu près les mêmes choses partout, 86% de sorties positives, ce qui est énorme pour un centre de formation, et 81% de fidélité. C'est-à-dire que les types formés par l'entreprise Dupont restent, c'est Dupont, enfin, au moins pendant 6 mois, qui est pour la mesure. Fidéliser, comment fidéliser? Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on est sur un principe d'alternance, c'est-à-dire que le GEC, c'est une structure administrative qui travaille sur un collectif d'entreprises. Oui. Et en fait, la formation, elle a bien lieu dans les entreprises qui après recrutent. Donc, ça veut dire que donc les personnes, qui soient jeunes ou adultes, qui sont en contrat d'alternance, ils découvrent les conditions de travail, oui. Ils sont mesurés tout au long de la formation par rapport à leur savoir-être, à leurs aptitudes relationnelles, à leur façon de s'intégrer dans l'entreprise. Donc ce n'est pas étonnant d'avoir ces résultats. On a d'ailleurs les mêmes sur d'autres dispositifs, comme les PEI individuels, ou les POEI, les périodes opérationnelles à l'emploi pour les entreprises qui sont individuelles, à différence des collectives, et d'autre part, sur les actions de préparation au recrutement que Pôle emploi finance. En fait, comment fidéliser? Comment on fidélise? Comme l'a dit Vincent, déjà en reconnaissant la qualité du travail, en dialoguant, en ayant un management de proximité, en ayant en fait des relations humaines, ce que beaucoup d'entreprises font d'ailleurs, première chose. Après, il y a des sujets qui jouent quand même dans la vie professionnelle, en dehors de la question du salaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la question, d'une part, de la relation entre domicile-travail, où on a un certain nombre des salariés qui sont en grande difficulté, parce que les zones d'activité, les zones d'embauche sont à la périphérie des villes, que les moyens de transport ne fonctionnent pas le matin et le soir. Donc là, il y a des modèles d'organisation qu'il faut construire, qu'on se propose d'accompagner. Ce n'est pas des choses nouvelles, ça a été fait dans d'autres secteurs d'activité, et ça fonctionne. Ensuite, on a encore un autre sujet, c'est d'avoir une perspective d'évolution professionnelle. Donc là, aujourd'hui, l'évolution professionnelle, c'est quoi? C'est monter en compétences, c'est prendre des responsabilités, de management, peut-être de direction d'entreprise ou en tout cas de participer à l'encadrement supérieur de l'entreprise. Mais on va dire que la voie est étroite. On peut avoir encore d'autres façons d'évoluer professionnellement avec des tâches qui sont additionnelles liées à des technologies embarquées, liées à la relation client. Oui. Et où là, on dégage de la valeur ajoutée, et donc s'il y a de la valeur ajoutée, on peut la distribuer. Bon, moi, c'est des choses que j'ai vues. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la distribution de produits pétroliers, mais il y en a plein d'autres. Donc ça veut dire que sur ces questions-là, l'imagination doit être au pouvoir, et le dialogue social, comme l'a dit Bernard Vivier tout à l'heure, est un élément d'appui. Et puis, il y a, dans la branche, c'est un atout, je profite pour le dire, un vrai dialogue, il y a un vrai respect mutuel. Oui. Tout à fait, peut-être plus qu'ailleurs. Alors, c'est pas facile, parce que les marges sont serrées, parce que il y a aussi de la concurrence déloyale, il y a aussi des choses à faire dans ce domaine, mais en même temps, je pense qu'il y a une volonté d'agir. Donc, c'est la bonne nouvelle, une volonté d'agir. De toute façon, toutes les entreprises, aujourd'hui, sont en concurrence. Donc, si on ne fait rien, ça veut dire que la population disponible qui cherche à travailler, elle ira ailleurs. Peut-être même dans l'armée, regardez les publicités. Vous interromps, on est en retard, il nous reste 4 minutes. On va déborder 4 minutes, c'est-à-dire 2 minutes et 2 minutes. Est-ce que vous êtes capable en 2 minutes? Un sujet très important. Et est-ce qu'on connaît le vrai prix du transport? En gros, le décompte des heures, la maîtrise des heures. Top chrono, pour Vincent, 2 minutes. Vincent?
Oui, non, mais je signale ça parce que c'est vrai qu'on parle de rémunération, en particulier sur les personnels de conduite. Et donc, notre difficulté, c'est ça, c'est la maîtrise des heures. C'est-à-dire qu'on a des taux horaires qui ne sont pas vraiment attractifs, parfois rattrapés un peu par le SMIC. Donc ça, c'est un sujet. Mais en fait, il faut voir la globalité en fait, de notre rémunération qui tourne en fait la rémunération des conducteurs. Et donc, ce qu'on intègre dans le prix du transport, heures de conduite, heures d'attente. Heures d'attente et le temps qu'on passe. Et c'est ça, en fait, notre vraie difficulté. Donc, on a une crispation, on a un problème sur ce sujet-là. Il y a peut-être des solutions à imaginer pour essayer de sortir de cette problématique. Parce que, voilà, si on regarde le taux horaire, on ne rémunère pas vraiment très bien nos conducteurs et conductrices. Si on regarde le volume, en fait, et la rémunération globale, finalement, c'est pas si mal que ça. Et de l'autre côté, on a, voilà, je disais, on est un maillon de la chaîne. Et donc, il faut que nos clients, il faut qu'on travaille avec les clients pour trouver des solutions à cette maîtrise des temps. Une phrase, une dernière ? Dire que le sens de la mission que j'assure auprès de la profession, puisque l'idée c'est que la profession s'engage avec l'appui des pouvoirs publics à résoudre les difficultés de recrutement. Bon, moi, mon rôle, c'est finalement de faciliter, de repérer les éléments de frein. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté des pouvoirs publics et de la ministre, Madame Borne, qui m'a confié cette mission, d'aider la profession à résoudre ces questions. D'abord, elle connaît bien la profession, je ne vais pas rappeler pourquoi. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est que tout ça, ça se construit dans un cadre de respect et d'engagement mutuel, qui sont des engagements qui, finalement, permettent de dire aux populations qui cherchent à s'orienter, oui, dans les métiers des transports, il y a véritablement un avenir. Il y a une possibilité de réduire les freins et de résoudre les problèmes qui ont été parfaitement identifiés, qu'on a un peu évoqués dans l'échange. Cette volonté, elle est partagée par la profession, elle est partagée par le ministère, par la ministre. Et dans quelques temps, il y aura certainement des engagements réciproques qui acteront tout cela. Merci à vous deux. Madame Borne, demandez-lui, visiblement c'était vous qui étiez en tête du tandem pour monter le col de la Madeleine, que le type derrière, il arrête de freiner. Enfin, que les types derrière... Vous avez compris qu'il n'y en avait pas qu'un. Hein. Il n'y en avait pas qu'un. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. C'est pas que l'administration qui est concernée. L'administration, elle a forcément, elle est dans la chaîne, elle est concernée, mais elle est loin d'être la seule. Vaste programme. Merci à vous tous. On va clore avec vous deux le dialogue social et tout ce qui concerne le social dans la filière TRM. On va parler bientôt de transition écologique. Très bien. D'abord, merci à nos sponsors. Une nouvelle page de pub.